Prenez place, Monsieur Juppé. Bonsoir, président du RPR, président de l'UMP, maire de Bordeaux. C'est le passé, ça. Ça s'est passé pendant plus de 20 ans. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Vous publiez L'heure du choix pour une déclaration d'indépendance des Européens. C'est publié chez Talandier. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous n'aimez pas commenter l'actualité. Je sais que vous avez sans doute vu dans les couloirs en patientant ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quelque part au large des côtes françaises, du côté de Saint-Nazaire, où un navire russe faisant partie de la flotte fantôme russe, ces centaines de navires qui emmènent du pétrole un peu partout sur la planète en passant outre les sanctions, a été arraisonné par l'armée française. Des commandos marines sont montés sur ce bateau ces dernières heures. Vous avez été ministre des Affaires étrangères. On en est où, là, de l'escalade entre la France et la Russie quand vous voyez ces images ? Vous disiez que je n'aime pas commenter. Oui, et je vous fais commenter, mais on est un peu au-delà. Mon devoir de réserve. Voilà. Et là, s'agissant de la politique internationale ou des relations de la France avec la Russie, ce n'est pas le domaine de compétence du Conseil constitutionnel, dont je peux m'exprimer. Je crois que nous sommes devant une réalité dont il faut bien prendre conscience. Poutine a une stratégie claire. Installer à Kiev un régime fantoche, comme il l'a fait en Biélorussie, et disloquer l'Union européenne. Donc l'heure du choix, c'est le titre de mon livre, est très clair. Est-ce que nous nous couchons ou est-ce que nous assurons notre sécurité ? Et quand on envoie des militaires sur un bateau, on ne se couche pas ? Lorsque nous avons des doutes, j'espère que c'est sur cela que repose cette intervention, sur une éventuelle agression de la Russie vis-à-vis de nos intérêts propres, et notamment ces drones qui circulent un petit peu partout autour de la mer Baltique, ils ont bien une origine malgré tout. Nous devons réagir, et je pense qu'aujourd'hui nous avons raison de marquer le coup. Alain Juppé, vous connaissez bien Nicolas Sarkozy ? Vous l'avez depuis 40 ans. Hein. Depuis 40 ans, il fait partie de votre famille politique, même si vous arrivez d'ailleurs d'avoir des désaccords assez forts avec lui. Je sais encore une fois qu'il y a le devoir de réserve. Vous allez me le dire sans doute à beaucoup de mes questions, mais un ancien président, quel qu'il soit, qui va en prison, est-ce que vous dites tout de même que c'est un choc pour la France et pour les Français ? C'est évidemment un choc, et on voit bien aujourd'hui que c'est en train de déchirer finalement l'opinion publique française, avec ceux qui le soutiennent et ceux qui le critiquent. Je pense que nous avons pas besoin de ce nouveau choc, de ce nouveau déchirement. J'ai passé 40 ans de ma vie politique avec Nicolas Sarkozy. Avec ou contre ? Nous avons eu des moments d'accord, des moments de désaccord. J'ai toujours apprécié son énergie, sa volonté, son courage pour défendre les intérêts de la France et des Français. Je n'ai pas changé d'avis sur ce point. Sur la condamnation dont il vient d'être l'objet, je n'ai pas de commentaire à faire. Votre livre est sorti avant la condamnation de Nicolas Sarkozy, quelques jours avant. C'est un livre sur la France, un livre sur le monde également. C'est un livre optimiste, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais vous écrivez dans les premières pages du livre quelque chose qui forcément aujourd'hui résonne un peu à nos oreilles. On entend, écrivez-vous, souvent dénoncer le gouvernement des juges. De plus en plus régulièrement, des décisions de justice sont critiquées. C'est le cas aujourd'hui. Nicolas Sarkozy parle de violation de l'état de droit. Comment vous accueillez ces critiques ? Il y a un climat anti-juge aujourd'hui dans sa bouche ? Les Français n'ont pas vraiment confiance dans leur justice. Ils lui reprochent d'être trop lente. Il faudrait peut-être lui donner les moyens d'être plus rapide. Ils lui reprochent d'être laxiste, alors que les prisons sont surpeuplées. Là, c'est pas le reproche qui lui est fait par Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est la défiance générale vis-à-vis de la justice qui se manifeste. Or, l'indépendance de la justice est un des piliers de notre démocratie. Et on peut critiquer une décision de justice. La justice, les juges peuvent se tromper. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a une procédure d'appel et de cassation pour revoir éventuellement les décisions des premiers juges. Mais dire que l'état de droit a été violé, les juges, les menacer de mort, comme ceci vient de se passer, c'est totalement inacceptable et c'est un signe, hélas, du délitement de l'esprit public. Vous écrivez encore, je vous cite, « Les hommes et les femmes politiques devraient résister à la tentation de protester lorsque les tribunaux leur appliquent des sanctions qu'en tant que législateurs, ils ont inscrites dans les codes. » Ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer une décision de justice ? C'est un point essentiel. On parle beaucoup de l'exécution provisoire aujourd'hui. Ce n'est pas le problème des juges. Les juges appliquent la loi. C'est le problème du législateur. Si le législateur considère que ce qu'il a voté il y a quelque temps aboutit à des résultats contestables, c'est à lui de changer la loi et pas au juge. Quand vous avez eu affaire, vous, à la justice, il y a très longtemps de ça, vous avez été condamné en première instance, puis en appel à 1 an, la peine a été réduite à 1 an d'inéligibilité. Vous n'avez jamais eu de propos contre la justice ? Vous êtes retenu ? Je n'ai pas le souvenir de l'avoir tenu. On a cherché, on n'en a pas trouvé, mais on a peut-être mal cherché. Non, c'est que vous avez bien cherché. Je crois que c'est assez révélateur aussi. En première instance, le jugement
avait été pour moi terrible, puisque les juges avaient estimé que j'avais trahi la confiance du peuple français, ce qui d'ailleurs n'était pas très juridique, mais plutôt politique. Le jugement d'appel m'a rendu mon honneur en expliquant que je n'avais pas mis un sou dans ma poche et que je ne devais pas être le bouc émissaire de mon parti. Voilà, donc les choses s'étaient passées comme elles se sont passées. C'était il y a 20 ans, ça a eu beaucoup d'incidences sur ma vie politique. Monsieur, juste sur ce point-là, justement, vous êtes un homme de principe. Il y a une question qui est beaucoup débattue, à savoir si les juges ont pris le pouvoir, s'ils font trop de politique. Est-ce qu'ils peuvent militer, est-ce qu'ils peuvent se syndiquer? Quelle est votre position sur ce point-là? Je pense que le droit syndical peut s'appliquer aux juges, naturellement. Cela dit, ça doit être compatible avec leur déontologie personnelle, qui est au moment où ils jugent, de faire preuve d'impartialité et de neutralité. Ça, c'est un point tout à fait essentiel qui repose évidemment sur la conscience des juges eux-mêmes. Il y a cette idée aussi en France que les juges ne sont responsables devant personne. Voilà. Alors, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une instance qui comporte une formation disciplinaire pour juger éventuellement des erreurs ou des manquements des juges. Je voudrais simplement dire qu'il faut ramener ça quand même à un principe fondamental, qui est l'indépendance de la justice dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Nous nous sommes battus pour ça. Pendant très longtemps, c'était la même personne qui faisait la loi, qui dirigeait le gouvernement et qui rendait la justice. Ça s'appelait le monarque absolu. En 1789, on a fait une révolution pour mettre un terme à tout cela et pour faire en sorte que la séparation des pouvoirs garantisse nos libertés. L'indépendance de la justice, c'est aussi la garantie des libertés fondamentales des citoyens. Nous avons la chance de vivre en France dans un pays de liberté. Nous ferions bien d'être prudents dans ce domaine parce qu'on les perd vite, on les retrouve difficilement. Mais pour appuyer la défiance des Français envers leur justice, est-ce que c'est le signe d'un pays démocratiquement malade? Est-ce que vous sentez Oui, la démocratie française, et c'est ce que j'essaie de dire dans mon livre, en prenant un peu de recul par rapport à l'actualité immédiate, la démocratie française est en crise. Et pas simplement la démocratie française. Quand vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne, même en Allemagne, où on voit la montée de partis populistes et extrêmes, c'est un signe de maladie de la démocratie. Ça se traduit dans des taux d'abstention qui ne cessent de croître, bien entendu, par l'affaiblissement des partis politiques qui étaient réputés être des partis de gouvernement, par la réputation détestable des hommes politiques et des femmes politiques. Mais c'est la responsabilité des politiques aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas exprimé sur cette décision quand vous les voyez tous. C'est un constat que je dresse. À partir de là, il s'agit de savoir comment on réagit. Est-ce qu'on se résigne à laisser dériver un peu notre démocratie parce qu'elle est en cours de dérive, de dérive aujourd'hui. J'étais très frappé par une enquête auprès des jeunes Français. Je vous cite 3 phrases qui sont ressorties de cette enquête. La France aurait bien besoin d'un Poutine. Trump est fou, mais lui, au moins, il agit. La démocratie et le suffrage, ça marche plus. On aurait besoin d'un bon chef militaire. Voilà ce qui est en gestation aujourd'hui dans une partie de l'opinion publique française. Nous n'avons pas le droit de laisser dériver ainsi nos principes démocratiques. Et pour ça, il faut proposer des solutions. Moi, j'en esquisse trois voies dans mon livre. D'abord, essayer de redonner le plus souvent la parole aux Français. On a créé en 2008 une procédure qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Qui marche pas. On l'a conçu pour que ça ne marche pas. Il y a tellement de conditions que ça ne peut pas marcher et ça ne marche pas. Donc si on veut vraiment donner la parole aux Français, il faut monter un système qui marche. À condition d'écouter ce qu'ils disent. Parce que quand ils votent en 2005, ils ne sont pas suivis derrière. On évolue tout ça. La représentation nationale s'est ensuite prononcée sur ce dossier et les choses avaient évolué. Et on ne va pas indéfiniment ressasser ce qui s'est passé en 2005. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Ma deuxième piste, c'est que les seuls élus aujourd'hui qui conservent une certaine crédibilité dans l'opinion, ce sont les élus locaux et les maires en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches des gens et qui font. Ceux qui ne contentent pas de voter des textes ou de parler, ils font. Eh bien, rapprochons là aussi le niveau de décision du terrain. J'ai vu que ce sera la seule référence que je ferai aux déclarations de M. Lecornu, qu'il envisage une nouvelle étape de la décentralisation. Je crois qu'il y a là une piste à explorer. Et puis enfin, essayons, avant de faire une loi nouvelle, d'apprécier ce que la loi précédente a donné comme résultat. Ça s'appelle l'évaluation. On légifère tôt en France. Pourquoi est-ce que les juges interviennent de plus en plus? Parce qu'il y a de plus en plus de lois.
Et donc, ils appliquent les lois. Donc, légiférons moins et reconcentrez-nous sur des choses qui sont vraiment efficaces. L'heure du choix pour une déclaration d'indépendance des Européens, c'est votre livre, Alain Juppé, publié chez Talendier.